j'ai commencé à publier mes premiers romans, donc en 2011 notamment, eh bien, j'étais plus jeune de mon département, j'avais 21 ans, je militais pour une cause qui était très peu médiatisée à l'époque, qui a été beaucoup plus médiatisée par la suite. On m'a proposé le Rotary Club que j'ai accepté malgré l'avis défavorable de mes proches qui me disaient fais attention, t'es jeune, t'es vulnérable, etc. Je l'ai fait dans un sens très altruiste et j'ai appris que le Rotary Club et la franc-maçonnerie étaient des frères jumeaux en réalité. Après, je n'ai rien contre les Rotariens. Mais les Rotariens, juste pour être clair, un Rotarien ne peut pas venir dans nos loges, il n'a pas le droit. C'est une critique qui m'a été faite aussi à titre personnel parce que j'ai eu le malheur à une époque, enfin il y a dans quelques émissions, de dire que j'avais été au Rotary Club. Et j'ai découvert quand j'étais au Rotary Club que c'était le frère jumeau de la franc-maçonnerie, chose que j'ignorais totalement. Premier élément, c'est ça. Pour faire un tiers-lieu politique, il faut nommer les adversaires, dévoiler les conflits. Allez, on va se mettre un peu en mode tiers-lieu, des os, hop, mais pas des os. Je sors mon meilleur ami, le paperboard et les post-it géants. Alors voilà, premier ingrédient, je pense, qui me paraît hyper important, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans les tiers-lieux, du coup? Eh bien, c'est faire ce travail d'éducation populaire, de dévoiler les structures d'oppression, d'exploitation, les nommer, les étudier, et puis voir aussi, localement, là où ils sont, les tiers-lieux. Comment ça s'exprime, ces structures de domination? Par exemple, à côté de Bègle, on avait la ligne à grande vitesse, qui est un grand projet inutile et imposé, qui sert surtout aux grandes multinationales du BTP, etc. Ouais, tiens, allez, hop, ça on est contre, et puis on le dit. On le dit dans notre raison d'être. Par exemple, au lieu de dire la zone à partager héberge et fait rayonner des initiatives sociales, écologiques et solidaires, c'est fait et héberge et fait rayonner des initiatives anticapitalistes, décoloniales et féministes. Ben voilà, là c'est clair. Ouais, le conflit, l'adversaire, ok, on peut continuer. Alors c'est bien de savoir d'où on part et quels sont les problèmes. Mais les Gilets jaunes, ils savaient aussi où est-ce qu'ils voulaient aller. Ils avaient des revendications qui leur donnaient envie. C'était le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, mais c'était aussi la refonte de la fiscalité. C'est-à-dire, t'imagines si on n'avait plus à payer de TVA sur les produits de première nécessité et qu'en compensation, ça serait les riches qui en paieraient davantage. Par exemple, je sais pas, sur le kérosène, qui est taxé à 0%. Ah bah ouais, purée, ça serait génial, ça. C'est donc ça. Savoir où on veut aller et tuer Tina. Tina, there is no alternative. Vous la connaissez. Et bien, il y en a plein des alternatives. Et je parle pas d'alternatives locales, la ressourcerie ou le tiers-lieu qui est sympa, mais je parle d'alternatives globales, de modèles de société alternatifs. Et donc, on pourrait mettre dans nos visions du monde qu'on partage dans les tiers-lieux. Les visions, c'est ce qui complète la raison d'être et qui exprime justement quel monde on veut. Et bien, au lieu de mettre des mots un peu creux, on pourrait dire des choses très précises. Par exemple, nous, dans notre monde idéal, on voudrait que la sécurité sociale soit de nouveau gérée par les travailleurs eux-mêmes, comme au moment de leur création en 1946. Là, ils seront en mode quoi? C'était que les travailleurs? Ah ouais, je te jure qu'il n'y avait pas les patrons, il n'y avait pas l'État. En fait, vraiment, les travailleurs, ils cotisaient ensemble et ils géraient leur argent, mais juste entre eux. Ah, mais c'est vachement bien, ça. Mais ouais, et puis on pourrait le faire pour l'alimentation, par exemple. Quoi, pour l'alimentation? C'est-à-dire... Non, mais il faut que tu regardes la conférence gesticulée de Caroline Dumas qui explique très bien ce que ça pourrait devenir si on faisait une sécurité sociale de l'alimentation. Et ça serait mais révolutionnaire. Mais vraiment, tu vois, on pourrait changer le monde. Et donc voilà, on aurait comme ça, dans nos visions du monde, des propositions politiques. Bon, on ne serait pas tous d'accord, hein. C'est pas le but d'avoir l'unanimité. On pourrait par exemple dire, faudrait qu'on soit au moins d'accord à 75%. Mais le but, c'est que quand les gens ils arrivent dans les tiers-lieux, ils sont peut-être pas d'accord avec tout, mais ils repartent. J'ai appris gavé de trucs. Là, je dis gavé parce que je suis bordelais, en fait. Voilà. Hop, deuxième élément. Bien. Et pour partir du problème et aller vers l'horizon, il nous faut un chemin. Ça, ce chemin, ben, c'est les stratégies. Et ça, les gilets jaunes, comme je vous le disais, passer un temps fou à parler stratégie de lutte, tactique, comment on agit. Donc c'était les manifestations insurrectionnelles, c'était comment on brûle efficacement un radar autoroutier, c'était est-ce qu'on refait des pétitions, comme la première pétition de Priscilla Ludowski, et ça débattait à fond sur les stratégies tactiques de lutte. Et ben voilà, mais carrément, c'est ça qu'on va faire dans les tiers-lieux, on va mettre des bibliothèques avec des tonnes de bouquins comme Joyeux Bordel, Guérilla Kit, Comment faire la révolution quand on est tout petit, sans armes. On va se faire des arpentages de livres, on va projeter le film Woman at War, et puis on va en débattre. Bref, causer stratégie. Et là aussi, hyper intéressant, on n'est pas une organisation militante qui aide d'en avoir une seule de stratégie. Nous, on hébergerait
plein d'organisations qui ont chacune à l'heure. Le but, c'est juste qu'on croise, qu'on discute, qu'on enrichisse. Je suis tellement chaud de ça, ça me manque, si vous le saviez. Et donc justement, pour faire tout ça, eh ben, les Gilets jaunes, il y avait un ingrédient tout bête, leur disponibilité. Se rendre disponible, être là, être juste présent. Être ensemble, sans forcément qu'il y ait un ordre du jour de réunion ou la proposition d'une animation super détaillée, mais juste s'engager à créer de la relation. Un peu comme dans Le Petit Prince. Vous savez, le passage où c'est le renard qui dit à l'enfant, au Petit Prince, bah, si tu veux qu'on s'apprivoise, bah, faut juste qu'on se crée des rituels où on s'engage à être là avec l'autre. Et bien là, pareil. Qu'est-ce que ça leur permet de faire aux Gilets jaunes, mais leur maison du peuple, déjà. Et puis ça leur a permis aussi de tenir la répression. Parce que quand on est ensemble et qu'on crée une relation, on sait ce que l'autre il vit aussi dans son quotidien, ses galères, on peut l'aider. Encore faut-il qu'on le sache, qu'on se connaisse. Et puis c'est vraiment aussi lutter contre le capitalisme, la société de consommation, l'individualisme. Chacun son rythme, chacun ses petites activités, ses loisirs, etc. Ben là, on inverse. Avant de faire son planning de cours d'acro-yoga, et ben, d'abord, on se dit, engageons-nous à nous voir. C'est quoi nos rituels? Et après, on peut faire passer l'individu. Mais retourner cet ordre de priorité. Bon, on a une boussole politique, on commence à avoir de l'énergie, mais les Gilets jaunes, ils avaient aussi de la ressource matérielle. Et surtout, moi, l'exemple que je préfère, pardon, c'est les bourses du travail. Les bourses du travail, c'était des bâtiments en dur qui ont tenu des décennies. Parce que c'était à eux. Comment ils finançaient ces lieux? La cotisation. Dans le livre que je vous ai montré, là, il explique, Fernand Pelloutier, comment on monte une bourse du travail. Il explique tous les postes de dépenses. Et pour couvrir ça, il dit, bon, bah nous, bon, l'idéal, c'est de viser l'autonomie politique, hein, parce que la subvention, c'est la soumission. Donc, c'est la cotisation, la solution. Et il explique que c'est environ 20 à 30 centimes par mois par ouvrier pour financer les bourses du travail. 20 à 30 centimes. En 1900, pour un ouvrier moyen, j'ai regardé, j'ai fait ma petite triple de 3. C'est comme si aujourd'hui, un ouvrier moyen, il donnait 70 € par mois. Vous donnez un peu l'idée, l'effort de socialisation des ressources. Là, je parle d'un ouvrier, mais si on le reporte à, je sais pas moi, quelqu'un comme moi, ou ma classe sociale, la petite bourgeoisie intellectuelle, la classe moyenne, ça ferait combien par mois? Juste pour faire fonctionner un lieu. Et si en plus on parle de socialiser, par exemple, nos héritages familiaux, parce que l'héritage, c'est pas de gauche, hein. C'est bien de droite aussi, l'héritage. Combien on pourrait mettre de côté en capital pour s'acheter nos lieux et qu'on puisse les transmettre à nos enfants, pour que nos enfants ils héritent de nos luttes et qu'ils puissent les continuer? Énorme, non? Moi j'ai envie de faire le calcul, hein. Je sais pas qui est dispo, mais moi je suis chaud. Et donc, voilà, mettre en commun nos ressources. Un autre truc qui était super important dans la puissance du mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs dans à peu près tous les mouvements révolutionnaires, c'était la présence de femmes. De femmes, surtout les plus précaires. Il y avait 45% de femmes dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est un taux nettement supérieur à la plupart des mouvements sociaux. Et voilà, si vous avez, enfin, les gouvernements le savent, hein, si vous avez les femmes dans la rue, c'est que ça va commencer à chauffer sérieusement pour eux. Et ben, elles se laissaient pas traiter en boniche. Elles se faisaient bien respecter. Et ça gueulait sévère quand elles se faisaient un peu trop prendre pour celles qui vont débarrasser la table, prendre soin des gens, etc. Pendant que les mecs ils font la grande politique, etc. Et bien ça, c'est un aspect hyper important aussi si on veut construire des collectifs puissants, c'est qu'on remette en question nos pratiques oppressives qui sont héritées de ce système bourgeois, masculin, blanc. C'est aussi tous ces comportements qu'on a appris en tant que dominants et dont il va falloir aussi se départir. Et pour ça, dans les tiers-lieux, ça peut être l'occasion aussi de faire, par exemple, ce que propose Quentin Durval, qui a écrit le bouquin « Comment devenir moins con en 10 étapes ». Et c'est un mec qui a écrit un bouquin pour les mecs, en disant « Hey les mecs, ça vous dirait pas qu'on soit moins con? Qu'on apprenne à écouter, qu'on apprenne aussi à se connecter aux émotions, parce que c'est intéressant pour coopérer, etc., etc. » Donc il invite à faire des groupes de discussion pour se déconstruire. Mais c'est surtout pour se reconstruire en tant qu'humain. Ça, je trouve ça assez chouette. Et voilà, on commence à savoir un peu là comment construire de l'énergie, mais on en fait quoi? Bon, les Gilets jaunes, ils se contentaient pas de faire des belles cabanes, hein, c'est ce que je vous disais. On soutient les lignes de front. Pour les bourses du travail, c'était, par exemple, créer des caisses de grève pour les grévistes quand ils sont en grève. Il y avait un très très beau mouvement en 1947 de grève des ouvriers, des miniers, pardon.
J'ai commencé les maraudes en bénévolat. Des miniers, pardon, où pour soutenir l'effort de grève, les organisations ouvrières avaient envoyé un peu dans tout le pays les enfants des mineurs qui ne pouvaient plus pourvoir aux besoins de leurs enfants, c'était trop dur. Et ça s'est fait beaucoup par le biais de réseaux, de lieux d'aide aux luttes. Et je trouve que c'est un super exemple de solidarité et de soutien aux lignes de front. Et là, en fait, je ne vais pas vous expliquer comment on pourrait faire, je pense que vous pouvez avoir des idées par vous-même. Vous avez des idées un petit peu, ça vous dirait? On fait un petit moment de brainstorming, comme dans un tiers-lieu. On s'imagine qu'on est dans un tiers-lieu, ok? On se dit, ça y est, on a une boussole politique, on a dégagé de la ressource, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour soutenir les lieux, les luttes? Est-ce que vous avez des idées, des exemples historiques, des envies? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Ouais, je vous prends un petit peu à froid, là, peut-être. Ouais, cantine, carrément. Ouais. Ouais. Bah, effectivement, les cantines solidaires qui sont nées dans plein de cafés associatifs et qui sont coalisés pour aller dans les mouvements des soulèvements de la terre, dans leurs actions de masse, pour nourrir des dizaines de milliers de personnes, pour permettre aux activistes d'aller bloquer la construction de méga-bassines. Donc ouais, des cantines solidaires. Peine sardine. Peine sardine. Pendant les peines sardines, je crois qu'il y avait des enfants qui allaient chercher à manger pour justement des familles qui faisaient grève aussi. Ah oui, c'était les ouvrières. À manger dans toutes ces familles pour soutenir les Ouais. sardines qui faisaient grève. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples historiques de comment Ouais, ok. Faut être bien déter. Ouais, ça peut être les cachets, par exemple dans les tiers-lieux, ou organiser des réseaux justement de refuge pour des personnes qui sont en première ligne. Bon, pour faire un brainstorming, il faut être super chaud, et là je me sens super concentré sur ce que je dis. Je vais continuer, et puis on fera le brainstorming après, d'accord? Ça sera beaucoup plus simple. Là j'ai testé le truc, bon je vois que ça marche pas trop, c'est ok. Alors voilà, on soutient les lignes de front. Parce que les tiers-lieux, ils sont pas en première ligne. Ils les soutiennent, et du coup, autre rôle hyper important, relayer. Relayer les appels et les alertes. Puisque les milliardaires, eux, ils ont les médias, ils ont les réseaux sociaux. Nous, on a quoi? On a le terrain. Eh ben, ces tiers-lieux qui maillent le territoire, eh ben eux aussi, ils peuvent relayer les luttes et les appels. Donc ça va aussi dans l'autre sens. Hop. Hop. Et enfin, le dernier point. Yes. Et voilà, ça tiendra bien comme ça. C'est que les puissants, ils nous dominent en nous réprimant aussi, mais beaucoup en nous déprimant, tout simplement. Et en nous ôtant le goût de la vie, et puis en nous faisant croire que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et du coup, ça va peut-être être une redite de ce que j'ai déjà dit, mais un rôle magnifique pour les tiers-lieux, c'est de réembellir la vie, de remettre de la joie, mais de la joie dans les luttes, montrer que créer, c'est résister, résister, c'est créer, et c'est là que ça se passe. C'est dans nos espaces de lutte qu'on trouve de la dignité, et moi, mes plus beaux moments de joie, c'était par exemple, justement, lors des soulèvements de la Terre, quand on rentrait d'action, et qu'on s'était sérieusement castagné avec les CRS, et qu'on retrouvait ces camps de base arrière, avec d'immenses chapiteaux, avec des groupes de musique extraordinaires. C'était les concerts les plus fous de ma vie, parce qu'on avait été galvanisés avec tous les gens, et on n'était pas un public lambda, quoi, en fait. On était des militants politiques, et si on était là, c'était pour une raison hyper forte. On venait de vivre quelque chose d'extrêmement intense et dur, et on l'a fêté ensemble. Mais ça soulage de tous les traumatismes, enfin, un peu. En tout cas, ça donne envie de revenir. Et d'avoir des lieux qui créent de la fête pour ces luttes, c'est indispensable, et je vous jure, on a un besoin de ouf. Alors célébrons-les gens aussi qui relèvent la tête, même si c'est des actes isolés tout seuls dans leur coin, ça demande un courage et une force. Voilà, et là, c'est le moment fatidique de ce qu'on appelle dans le jargon des conférenciers gesticulants un tarmac. Alors le tarmac, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est là où le conférencier va subtilement amener le public à atterrir, grâce à une synthèse savamment pensée, mais également à redécoller, avec une envolée lyrique chargée d'émotions, qui va propulser le public dans un élan révolutionnaire. Alors moi la synthèse ça va à peu près, mais je vous préviens, c'était un peu compliqué pour le redécollage. Alors la synthèse, je pense que vous avez compris que j'ai plus envie d'être facilitateur de tiers-lieux. Et d'ailleurs j'ai arrêté en juillet dernier. Et je suis pas fâché avec la ZAP, non, pas du tout. Mais voilà, maintenant moi c'est ça que je veux faire. Et ça se résume à 3 choses très simples. Parce qu'en fait ça, bon, je vous avoue, je l'ai fait dans la semaine, à moitié en panique, en disant faut que je produise un truc. Mais le plus important finalement c'est surtout, on fasse de la politique, on politise, en nommant les choses, les adversaires, pardon,
qu'on sorte de la collaboration avec l'État, avec la bourgeoisie, qu'on se reconnecte, nous, entre personnes qui sont impactées par ce système d'oppression, et qu'on envoie toute cette énergie en soutien aux luttes. Et moi, c'est ça que je veux faire. Et avec deux autres copains, il y en a un qui vient de la culture, et une autre qui vient des centres sociaux, on partage le même dégoût d'avoir vu nos velléités politiques se faire retourner comme des chaussettes. Alors le copain d'ailleurs qui a travaillé dans la culture, lui s'appelle Amaury. Il a créé une conférence gesticulée aussi que je vous invite à voir. Lui était développeur de projets culturels et il s'organisait avec les habitants des quartiers populaires pour que grâce à cette organisation, ils se politisent et qu'ils luttent contre leurs conditions de vie. Et le titre de sa conf, c'est ce que lui a dit un de ses habitants avec qui il travaille depuis des années. C'était « Heureusement que vous étiez là, sinon ça fait longtemps qu'on aurait tout changé. » Elle est très bien sa conf. Hein. Elle va dire un peu la même chose que moi, mais sur le monde de la culture. Et puis on a hâte que Valentine, des centres sociaux, nous fasse aussi sa conférence gesticulée, parce que pareil, centres sociaux, même non-combat, en fait. Et les associations, et l'éducation populaire, etc. Et donc on va essayer de s'organiser avec les petits pépères, et on est en train de créer la structure frontale, où voilà, on va faire ça. Et voilà, et donc pour le décollage, l'ascenseur émotionnel, eh bien, mesdames et messieurs, je suis au regret de vous annoncer que cet ascenseur est bloqué. Voilà, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé à fond. J'ai essayé de me connecter à mes émotions, là, d'aller chercher un truc puissant. Et en fait, soit c'était, j'écrivais un espèce de sketch de personnage de militant faux, enfin, ça allait être vraiment du théâtre, quoi. Enfin, soit j'allais vraiment mettre les doigts dans ce qu'il y a là, et ben voilà, ça fait ça. J'ai essayé de me raccrocher à des trucs. Mais c'est dur. Et du coup, bon, si je mets trop les doigts dans... Je me suis rendu compte que, en fait, voilà, j'avais pas tout digéré de mon parcours militant et de ce à quoi j'ai été exposé. Bonne nouvelle, j'ai un problème, je le sais maintenant, je vais pouvoir aller mieux. Voilà, sauf que si je vous l'étale maintenant, je vais m'effondrer. Je vais m'effondrer en larmes, et j'ai pas envie de donner cette impression, scéniquement, je pense que ce serait dramatique, et politiquement parlant, ça serait catastrophique parce que ça vous donnerait envie de m'aider. J'ai pas envie que vous m'aidiez. Donc je vais finir par une citation qui résume un petit peu le tout. C'est de Lila Watson, qui est une militante aborigène, et qui disait « Si tu es venu pour m'aider, alors tu perds ton temps. Mais si tu es venu parce que ta libération est liée à la mienne, alors on peut travailler ensemble. » Merci.